Un meurtrier utilise le réseau de chemin de fer américain pour se déplacer. Il frappe au hasard avant de disparaître. Les indices semblables trouvés sur plusieurs scènes de meurtre poussent les enquêteurs à croire qu'un seul et unique prédateur fait rage, le pire d'entre tous, un tueur en série au meurtre ritualisé. Il est rusé, sans pitié et toujours en mouvement. Mais les autorités seront déterminées à l'arrêter au plus vite. Le 17 décembre 1998, à West University Place au Texas, une jeune femme appela la police devant la maison d'une collègue de travail. Elle s'inquiétait pour son amie, un médecin réputé qui enseignait à la faculté de médecine. Elle ne s'était pas présentée au travail ce matin-là. Selon sa collègue, ce n'était absolument pas dans ses habitudes. Elle n'avait pas répondu à ses appels téléphoniques de la journée, ni aux nombreux coups de sonnette à sa porte. Elle était certaine que quelque chose de grave lui était arrivé. Toutes les portes et fenêtres étaient verrouillées. De l'extérieur, rien ne semblait anormal. Les policiers découvrirent alors que la porte du garage n'était pas verrouillée et que la porte qui menait du garage à l'intérieur était grande ouverte. Des bijoux sur le sol semblaient indiquer que la maison avait été cambriolée. La maison avait été saccagée. Les policiers se déplaçaient prudemment. L'intrus pouvait toujours être là. On s'assura qu'il n'était pas au rez-de-chaussée. Des vêtements traînant par terre semblaient mener à l'étage. Dans la chambre à coucher principale, les policiers trouvèrent la femme. Elle avait été brutalement tuée. 222, let me have a supervisor and a crime scene unit to the scene. Le détective Kenneth Maha fut dépêché sur la scène du crime. Cet enquêteur, qui comptait alors 10 ans d'expérience au sein du même service de police, fut surpris en apprenant qu'un tel homicide avait été commis. West University Place est ce quartier de 5 km² en plein cœur de Houston. C'est un secteur résidentiel où vivent des gens aisés. La dernière fois qu'on y avait commis un meurtre, c'était en 1985, lors du vol d'une pharmacie. La brutalité de ce meurtre consterna le détective. Il y avait des traînées de sang partout dans le couloir, sur les murs et la porte. Le corps avait été complètement recouvert, sauf un bras et les 2 jambes qui dépassaient des couvertures. Un gros couteau de boucher se trouvait sur un oreiller à côté du corps. Les enquêteurs recueillirent également un objet contondant assez lourd et taché de sang près du corps.
Les deux armes semblaient provenir de la maison. Les policiers entrèrent en contact avec le mari de la victime, qui leur apprit qu'il avait emmené leurs deux enfants chez des parents à l'extérieur de la ville pour un repas à l'occasion de Noël qui approchait. Ils étaient absents depuis quelques jours. Les indices laissaient présumer que le meurtrier avait pris tout son temps dans la maison. Il avait ouvert certains cadeaux de Noël et fouillé dans les effets personnels de la victime. Il avait renversé le contenu de son sac à main et laissé à la vue son permis de conduire. Cet étalage était pour le moins étrange. Dans la cuisine, le détective trouva des fruits partiellement mangés. Un autre indice que le meurtrier s'était attardé dans la maison. Il trouva également les clés de la Jeep de la victime. Selon son mari, c'était le seul trousseau de clés du véhicule. Dans le garage, on ne releva aucune empreinte digitale à l'endroit où le tueur était vraisemblablement entré. Mais sur un établi, les enquêteurs trouvèrent près d'une paire de pinces le dessus de plastique de la colonne de direction. Le meurtrier avait sans doute volé la Jeep de la victime. On a pensé qu'il avait dû briser la colonne de la Jeep pour la faire démarrer. Mais le meurtrier avait fait une grossière erreur. En prenant le dessus de la colonne de direction, j'ai pu voir des empreintes digitales très nettes sur le plastique noir brillant. On conserva précieusement ce morceau pour le faire analyser en laboratoire. Lors de l'autopsie, le médecin légiste conclut que la mort de la victime était imputable à de multiples coups de couteau et à des coups infligés à la tête avec un objet contondant. De plus, la victime avait été agressée sexuellement. L'aspect sordide du meurtre inquiéta le détective Maha. Il ne s'agissait pas ici d'un meurtre commis au hasard, c'était bien plus que ça. Les détectives n'ignoraient pas que les meurtriers comme celui-ci ne frappent jamais qu'une seule fois. 2 jours plus tard, à 300 km de là, les policiers de San Antonio trouvèrent une Jeep abandonnée dans le stationnement d'un motel. Par la plaque d'immatriculation, on découvrit que la propriétaire vivait à West University Place. C'était le véhicule de la femme médecin. Le dessus en plastique de la colonne de direction n'était plus là. À l'intérieur, les enquêteurs trouvèrent une guitare et un couperet. Le mari de la victime avait noté la disparition de ces 2 articles de chez lui. On avait fait démarrer ce véhicule en bricolant les fils de contact. On a également remarqué que la colonne de direction elle-même était à peine fonctionnelle. On releva toutes les empreintes digitales, autant celles à l'intérieur que celles à l'extérieur du véhicule, mais aucune n'était utilisable. Au laboratoire judiciaire du poste de police, les experts firent des copies numériques des empreintes prélevées sur le dessus de la colonne de direction et les introduisirent dans leur système d'identification informatisé. On a alors obtenu le nom d'un individu, Carlos Rodriguez. L'ordinateur fournit alors un autre nom, celui de Rafael Resendez Ramirez. On envoya ces résultats à la division des services de justice criminelle du FBI. En fouillant dans leur base de données, les agents obtinrent alors des dizaines de pseudonymes et d'autres informations sur Resendez. Celui-ci avait un lourd casier judiciaire qui remontait à 20 ans plus tôt. Il y avait également un mandat d'arrêt contre lui pour un vol de voiture. Les enquêteurs examinèrent le dossier du suspect obtenu au service d'immigration et de naturalisation et apprirent que Resendez traversait fréquemment et de façon illégale la frontière entre les États-Unis et le Mexique. Plus récemment,
Il avait été arrêté en Californie pour s'être trouvé sans autorisation et armé dans une zone ferroviaire. On l'avait alors déporté au Mexique. Il semblait bien que Rafael Resendez était revenu au Texas. Sa vie d'itinérance le rendait difficile à retracer. Le détective Maha fouilla dans le dossier du suspect pour trouver un point de départ aux recherches. Il obtint le nom de la sœur du fugitif. Elle vivait à Albuquerque, au Nouveau-Mexique. Au cours d'une conférence téléphonique fixée au préalable, Maha l'interrogea alors qu'elle se trouvait au poste de police d'Albuquerque. Elle n'a pas pu nous dire grand-chose à propos des activités récentes de son frère. Elle ne lui parlait que rarement. Elle a toutefois mentionné qu'il lui arrivait de s'arrêter à Albuquerque pour rester chez elle quelques jours avant de disparaître à nouveau. Les autorités firent également appel à l'aide du public en distribuant des affiches avec la photo du suspect dans les gares ferroviaires fréquentées par Resendez. En mars, soit 3 mois après le meurtre de la femme médecin, plusieurs personnes déclarèrent avoir aperçu le suspect près de la voie ferrée à San Antonio. Resendez avait parcouru 300 km vers l'ouest. Chaque fois qu'on signalait sa présence, il disparaissait avant que la police n'arrive sur les lieux. Le présumé meurtrier se déplaçait constamment, sautant d'un train à l'autre et échappant ainsi aux autorités. Avec les milliers de kilomètres de voies ferrées du pays, Rafael Resendez pouvait se trouver n'importe où. Cinq mois après le meurtre de la femme médecin, et à seulement 150 km de là, soit à Weimar au Texas, les fidèles d'une église s'inquiétaient de l'état de leur pasteur. Sa femme et lui n'étaient pas venus à l'église ce matin-là. Ils trouvèrent le couple assassiné dans son lit. Weimar est une très petite ville et aucun meurtre n'y avait jamais été commis. Les agents du bureau du shérif de Fort Bend County arrivèrent sur les lieux. Le pasteur et sa femme avaient tous deux été tués avec une masse, un outil trouvé dans le garage. Le médecin légiste estima que les décès avaient eu lieu entre 24 et 36 heures plus tôt. Le couple avait donc été assassiné tard le vendredi soir ou tôt le samedi matin. Il y avait encore de l'argent et des objets de valeur sur les lieux. Le vol n'était donc pas le mobile de ce double homicide. Les techniciens vaporisèrent du luminol dans la pièce. Ce produit entre en réaction avec la protéine du sang et d'autres fluides corporels. On trouva des traces de sang de la victime et d'un fluide corporel d'origine inconnue. Les analyses ultérieures démontrèrent que la femme avait été violée. Après ces meurtres, le tueur semblait être resté sur les lieux un certain temps. Il avait mangé dans la cuisine des victimes et pris le temps d'examiner leur permis de conduire. Les enquêteurs sur place n'avaient pas entendu parler du meurtre de West University Place. Mais cela n'allait pas tarder. En mai 1999, les autorités du Texas étaient à la recherche du fugitif Rafael Resendez. On avait trouvé ses empreintes digitales sur la scène du meurtre d'une femme médecin de West University Place. Quelques mois plus tard, on avait trouvé un pasteur et sa femme battus mortellement dans leur maison de Weimar. Le pick-up rouge du couple avait disparu, sans doute volé par le meurtrier. La police retransmit la description de ce véhicule à toutes les unités de patrouille. Au ministère de la Sécurité publique, les enquêteurs de la police d'État étaient déconcertés par cette scène de crime.
Les indices trouvés dans la maison, les aliments consommés et l'étalage de cartes d'identité des victimes indiquaient que le prédateur avait ritualisé ces meurtres. La police de l'État entra en contact avec le bureau du FBI de Houston pour demander l'aide du spécialiste en profil psychologique et agent spécial Mark Young. Plusieurs messages sont cachés sur une scène de crime. Beaucoup d'indices judiciaires et beaucoup d'indices comportementaux. En plus de recueillir des indices physiques comme les empreintes digitales, l'ADN, les cheveux et les fibres, on peut également définir le comportement du criminel. La façon dont il s'y prend pour commettre son méfait est unique. Young remarqua que le meurtrier avait agi avec fureur, mais sans panique. Ce qui m'a frappé le plus chez ce criminel, c'était que contrairement à beaucoup d'autres, il était resté longtemps dans la maison. Il avait ouvert les porte-monnaies et sacs à main des deux victimes et sorti leurs pièces d'identité. En d'autres mots, le meurtrier s'était assis là pour regarder les photos de ses victimes sans toucher aux cartes de crédit ni prendre d'argent liquide. Les psychologues judiciaires peuvent analyser les choix comportementaux d'un meurtrier afin d'en savoir un peu plus sur lui. Dans ce cas-ci, après avoir tué ses victimes, le meurtrier avait continué de les frapper de son arme, mais il avait ensuite recouvert leur corps. Cela pouvait indiquer qu'il était dégoûté de ce qu'il avait fait. En étalant ensuite les cartes d'identité des victimes, il se donnait l'impression de les dominer, comme s'il cherchait à connaître le détail des vies des personnes qu'il avait tuées. Un des policiers auxquels Young parla avait déjà vu des indices comportementaux semblables auparavant. Il connaissait les détails d'une affaire à West University où le meurtre présentait des similitudes avec cette dernière affaire et il croyait que cela pouvait être imputable au même auteur. Non seulement la façon de procéder était-elle identique, mais en plus, on avait relevé des comportements ritualisés, ce que nous appelons fréquemment la signature du tueur. S'il y avait un lien entre les deux affaires, les experts du laboratoire le trouveraient. Un des avantages que nous avions, c'était d'avoir trouvé des indices aux deux endroits. On disposait d'empreintes digitales et d'ADN pour le cas de West University, et l'on disposait également d'ADN pour le cas de Weimar. Les analyses génétiques révélèrent que le fluide corporel trouvé dans les deux cas provenait d'une seule et même personne. C'était donc le même homme qui avait violé les deux femmes. Comme on avait retrouvé la Jeep de la première victime, les enquêteurs se demandaient comment le meurtrier s'était rendu sur la deuxième scène de crime. Dans les deux cas, il avait volé le véhicule de ses victimes après le crime. Selon toute vraisemblance, cela signifiait que quelqu'un avait conduit le criminel à cet endroit, ou alors que certaines de ses connaissances vivaient déjà dans les environs. Young étudia le dossier du suspect Rafael Resendez. Au cours de l'enquête sur ce fugitif, on avait noté que Resendez se déplaçait par train. Selon le dossier, il y avait une voie ferrée à seulement 50 mètres de la maison de la femme médecin de West University Place. On s'est retourné et l'on a regardé tout autour. Il y avait une voie ferrée devant la maison de Weimar. Maintenant que les deux cas semblaient bien reliés l'un à l'autre, les enquêteurs étaient persuadés qu'ils avaient affaire à un tueur en série qui commettait ses crimes de façon rituelle. Sa façon de procéder était plutôt recherchée. On n'agit pas comme cela par hasard sur un coup de tête. C'est quelque chose à quoi l'on s'est exercé, qu'on a donc déjà commis par le passé. Et de plus, ce n'était certainement pas quelque chose qu'il allait arrêter de faire subitement. Les enquêteurs craignaient que Resendez ne se serve des véhicules qu'il volait et des trains pour trouver sa prochaine victime. Au bureau du FBI de Houston, l'escouade qui s'occupait des fugitifs se joignit aux recherches pour trouver Resendez. L'agent spécial Bobby Eckerd menait cette enquête. On se doutait qu'il avait quitté le secteur et qu'il avait probablement traversé d'autres États américains pour se rendre au Mexique.
Comme Resendes avait vraisemblablement quitté le Texas, les enquêteurs purent obtenir un mandat d'arrêt contre lui pour avoir fui illégalement l'État pour s'éviter des poursuites judiciaires. De plus, le FBI pourrait utiliser toutes ses ressources pour trouver le fugitif. La première chose qu'on voulait faire, c'était de découvrir tout ce qu'on pouvait sur Resendes. On savait qu'il avait été arrêté à 13 reprises. J'ai immédiatement mis la main sur tous ses dossiers de prison pour pouvoir identifier non seulement ses proches parents, mais également les gens avec qui il était en relation pour mieux comprendre comment il vivait. Tous les rapports d'interrogatoire ont révélé que personne ne connaissait réellement cet homme. Sa famille n'avait pas eu beaucoup de contact avec lui puisqu'il avait quitté la maison à 12 ans. Il était parti vivre à Acapulco, puis enfin en Floride. Malgré le peu d'informations, le psychologue judiciaire Mark Young devait prévoir les comportements du suspect à partir de ses agissements passés. Il envoya les dossiers des 2 cas à des experts du programme d'arrestation des criminels violents, le VICAP. Les experts de ce service ont recours à des bases de données sophistiquées qui leur permettent de trouver d'autres cas identiques encore irrésolus. Ils m'ont immédiatement informé d'un cas du même type à Lexington, au Kentucky. Un homme d'origine hispanique avait agressé une étudiante et tué son petit ami. Cela s'était produit tard le soir en 1997, près d'une voie ferrée le long de laquelle le couple se promenait. L'homme avait été tué d'un coup de pierre à la tête et la femme violée. Elle avait également été agressée physiquement et blessée gravement. Bien que fortement ébranlée par cette attaque, la jeune femme s'en était sortie. Après s'être rendue compte de la mort de son petit ami, elle s'était rendue à une maison des environs et avait demandé à ses occupants d'appeler la police. Elle avait décrit son agresseur à un dessinateur qui en avait fait un portrait. La police de Lexington fit parvenir le portrait robot à Young. En le comparant aux photos dont on disposait, j'ai été estomaqué par sa ressemblance avec le suspect. J'étais plutôt optimiste, car il pouvait s'agir du même homme. Mais un croquis ne constitue pas une preuve en soi. Young devait obtenir des preuves scientifiques pour étayer cette hypothèse. Il apprit alors que la police de Lexington disposait toujours d'échantillons d'ADN obtenus après le viol 2 ans plus tôt. Il demanda que les échantillons soient envoyés au laboratoire judiciaire du FBI à Washington. Au service d'identification génétique, les experts examinèrent les échantillons. Voici l'expert Alan Giusti. On dispose de 13 segments différents de la double hélice de l'ADN. On va donc obtenir le profil de chacun de ces segments. C'est un peu comme les caractéristiques physiques d'un individu. On peut examiner un segment d'un code génétique qu'une autre personne pourrait avoir en commun avec notre sujet. C'est comme dire que 2 personnes ont les yeux bruns, ce qui est très fréquent. On examine donc ces 13 segments de l'ADN et c'est comme si on établissait que cette personne avait les yeux bruns, qu'elle était gauchère, qu'elle mesurait 1,88 m et avait les cheveux roux. Plus on dispose de segments, plus le profil est précis. Après avoir obtenu le profil génétique du meurtrier de Lexington, Giusti contacta les experts du Texas qui avaient analysé les échantillons de Weimer et de West University Place. En comparant mes résultats aux leurs, on a pu conclure qu'il n'y avait vraisemblablement qu'un seul sujet. En d'autres mots, le même individu avait commis tous ces crimes. Au Texas, Young transmit la nouvelle à ses collègues. J'ai appelé le service de police de Lexington et les enquêteurs ont repris espoir parce qu'ils avaient cru que cette affaire ne serait jamais résolue. Pour la police de Lexington, Rafael Resendes était maintenant le suspect numéro 1. Les autorités du sud-ouest du pays firent ratisser tous les refuges de sans-abri et les cours de triage des chemins de fer. Resendes s'y cachait sans doute. Le 28 mai, on trouva le véhicule du pasteur abandonné près d'une cour de triage à San Antonio. Resendes était donc reparti en train. Le trouver serait une tâche difficile pour l'agent spécial Eckerd et son équipe.
Je n'avais jamais eu ce genre de problème auparavant. Il y a des milliers de voies ferrées et des milliers de trains qui circulent chaque jour. Il nous était difficile de savoir sur lequel d'entre eux ils se trouvaient. Pour mener des recherches d'une telle ampleur, les enquêteurs devaient être ingénieux. On a décidé de faire imprimer des petites affiches avec sa photo qu'on a distribuées aux gens qui prennent le train fréquemment. Dans les cours de triage partout au pays, les enquêteurs informèrent les employés de la présence possible de Rafael Resendez. S'ils le voyaient, ils devaient immédiatement appeler l'escouade des fugitifs du FBI. Jusque-là, la seule façon de retracer Resendez semblait être de suivre la trace des cadavres qu'il laissait derrière lui. Le 4 juin 1999, à Fayette County au Texas, une femme s'arrêta chez sa mère pour voir comment elle se portait. La veuve de 73 ans vivait seule. Sa maison avait été saccagée. Il n'y avait aucune trace de la veuve. En fouillant les pièces une à une, l'état de panique de la femme ne fit que s'accroître. Dans la chambre à coucher, elle trouva le corps de sa mère. La victime avait été frappée à mort. En 1999, les agents étaient à la recherche de Rafael Resendez, soupçonné de meurtre de 4 personnes au Texas et au Kentucky. Les médias parlaient de lui de plus en plus. On en vint même à le surnommer dans la presse le tueur des chemins de fer. Maintenant, une veuve avait été assassinée dans le secteur rural de Fayette County au Texas. Comme les autres victimes, elle vivait près d'une voie ferrée. Ce crime crapuleux semblait être le fait de Rafael Resendez, selon l'agent spécial Mark Young du FBI. En étudiant ce meurtre brutal, on a cru qu'on avait affaire au même homme. Son corps avait été recouvert de la même façon. Dans les autres pièces, des coffres à bijoux avaient été ouverts. Le meurtrier avait fouillé dans ses affaires et pris certaines choses. La façon de procéder du tueur était familière et troublante. Il avait laissé des bijoux précieux et de l'argent liquide derrière lui. Pourtant, il était parti avec des babioles et des objets personnels de la vieille dame, comme s'il cherchait à conserver un souvenir de sa victime. On releva les empreintes digitales du meurtrier dans la buanderie. La fenêtre brisée indiquait qu'il était entré par cette pièce. Plus tard, on confirma que ces empreintes étaient bien celles de Resendez. Après avoir assassiné sa victime, celui-ci ne semblait pas pressé de quitter les lieux. Non seulement avait-il pris le temps de faire le tour de toutes les pièces, de s'emparer de quelques articles sans se presser, mais encore, il avait mangé des fruits et du pain, comme il l'avait d'ailleurs souvent fait. Ce n'était pas seulement sa signature, c'était sa façon de montrer qu'il dominait sa victime et pouvait faire ce qu'il voulait avec ses biens personnels. Ce n'était pas seulement parce qu'il avait faim et qu'il avait besoin de manger. 2 indices, en particulier à Fayette County, semblaient destinés aux enquêteurs. Le meurtrier avait ouvert le journal sur le canapé à la page où se trouvait un article sur le véhicule du pasteur qu'on venait de retrouver. Dans la chambre d'invités, les enquêteurs découvrirent également un train électrique qui venait d'être sorti de son emballage et qui avait été installé sur le lit. Il semblait que le tueur des chemins de fer défiait les autorités. Une unité canine suivit son odeur jusqu'à la voie ferrée. Mais la piste se terminait là. Moins de 24 heures plus tard, on trouva la victime suivante. Un autre meurtre crapuleux avait été commis près de la voie ferrée, à 150 km de Fayette County. On m'a appelé relativement à cette scène de crime à Houston, qui avait été prise en charge par la police de la ville. Il y avait des ressemblances avec les autres cas.
on avait trouvé une enseignante de 26 ans violée et frappée à mort dans sa chambre à coucher. Le meurtrier avait sorti le permis de conduire du porte-monnaie de la victime et l'avait laissé sur la table. Comme les autres victimes, elle vivait près de la voie ferrée. Sa voiture, une Honda blanche, avait été volée. Des analyses génétiques permirent de confirmer que Resendez avait violé cette femme. Maintenant, il tuait à un rythme de plus en plus effréné. Une de nos craintes, c'était que cet homme commette plusieurs meurtres coup sur coup. On a souvent enquêté sur des tueurs en série, comme Ted Bundy, par exemple. La pression exercée sur eux devient si lourde qu'ils tombent en mode de meurtre à répétition et font alors quantité de victimes, dans un intervalle de plus en plus court. Les deux dernières victimes avaient été tuées dans une période de 24 heures. Resendez semblait avoir augmenté sa cadence. 2014, three-step protection on the conductor. Stepping in, air and brake, go out. Le 6 juin, un employé d'une cour de triage aperçut le fugitif à Flatonia, au Texas, à mi-chemin entre Houston et San Antonio. 2014, we have a trespass on premises. Call Central Dispatch, running westbound. On alerta sans tarder la police et le FBI. Mais encore une fois, Resendez échappa à ses poursuivants. Au bureau du FBI de Houston, on forma une escouade spéciale appelée l'opération Train Stop. Les enquêteurs de plus de 30 agences furent assignés exclusivement à l'affaire. L'agent spécial Bobby Eckerd faisait partie de cette opération formée de 2 escouades. Une de ces escouades était formée d'enquêteurs sur des homicides en Syrie. Ils analysaient les nombreux meurtres et tentaient d'identifier des preuves. Dans l'autre escouade, il y avait ces enquêteurs spécialisés dans la recherche de fugitifs dont le seul but était de trouver et d'arrêter Resendez. On tentait de trouver des schémas de comportement dans le passé du suspect. On a pu établir qu'il se déplaçait selon les récoltes à travers le pays. Dans l'État de Washington, il avait suivi la route de la récolte des avocats. En Floride, il était là pour la récolte des agrumes. Au Kentucky et en Caroline du Nord, pour la cueillette du tabac. Après avoir identifié les fermes où il pouvait travailler et les adresses de ses amis et des membres de sa famille, les agents tenteraient d'enlever ses refuges aux suspects. On est allé à tous les endroits où, à notre avis, le fugitif était susceptible de se rendre. En envoyant des policiers chez ces gens, on les décourageait d'aider le fugitif. Malheureusement, le suspect se déplaçait rapidement et sans l'aide de personne. Et sa cavale meurtrière n'était pas près de s'arrêter non plus. 8 jours après le meurtre de l'enseignante de Houston, on trouva sa voiture à 500 km de chez elle, près de la frontière mexicaine. Il y avait un couteau à l'intérieur, mais aucune trace de Resendez. Juste à côté se trouvait une voie ferrée qui avait permis au meurtrier d'aller Dieu sait où. En 1999, plus de 30 agences policières pourchassaient Rafael Resendez, qu'on avait surnommé le tueur des chemins de fer. Quand un crime semblait avoir été son œuvre, l'agent spécial Mark Young était appelé à enquêter. Je recevais des centaines d'appels de plusieurs services de police partout au pays. On me demandait d'examiner certains cas et de déterminer s'ils pouvaient être le fait de notre suspect. Le 15 juin, les corps d'une femme de 51 ans et de son père furent découverts dans leur maison dans la localité rurale de Gorham, en Illinois. Les enquêteurs du bureau du shérif, qui croyaient que Resendez était peut-être l'auteur de ce double homicide, appelèrent Mark Young. Dès qu'on s'est retrouvé sur la scène de ce crime,
On a eu l'impression qu'on était sur l'une des autres scènes au Texas. Il y avait 2 voies ferrées juste derrière la maison de cet homme. Le meurtrier était entré par une fenêtre arrière. Il s'était servi d'une arme trouvée sur place, une carabine. Il avait volé quelques babioles et mangé dans la maison. Mais cette fois-ci, le meurtrier n'avait pas fait que cela. Il avait écrit une déclaration sur le mur. Plusieurs personnes ont cru que ce criminel cherchait à transmettre un message politique. Mais Young n'était pas surpris, car il avait lu les dossiers d'incarcération du fugitif ainsi que sa correspondance lors de ses séjours en prison. Ce n'était pas la première fois qu'on lisait ces messages politiques. Ce n'était qu'une preuve additionnelle que c'était bien lui qui avait commis les derniers meurtres. Il ne faisait que manifester les idées fantasques qu'il nourrissait depuis longtemps. Resendez se percevait comme un analyste politique très perspicace. Mais les autorités savaient qu'il était d'abord un dangereux prédateur. Il y avait tout lieu de croire qu'il s'était rendu à Gorham en train et qu'il était reparti avec la voiture de ses victimes, voiture que l'on retrouva le lendemain 100 km plus au sud, près de la limite du Kentucky. Partout au pays, des policiers vérifiaient leurs enquêtes irrésolues pour voir si les meurtres ne pouvaient pas être imputés à Resendez. L'agent spécial Young en vérifia un commis à Hughes Springs, au Texas. En octobre 1998, une femme avait été battue à mort avec un ancien fer à repasser. Même si ce meurtre n'avait jamais été résolu, on avait mené une enquête minutieuse et conservé tous les indices. J'avais le sentiment que Resendez pouvait fort bien être l'auteur de ce meurtre. Il y avait des coups portés avec un objet contondant à une victime âgée. Elle n'avait pas été violée, mais son corps avait été recouvert d'un drap comme les autres victimes. En examinant les photos de cette scène de crime, j'ai remarqué que l'auteur du meurtre avait placé une carte d'identité de la femme, bien en vue, pour pouvoir l'examiner à loisir. Comme le meurtrier recherché pouvait se trouver n'importe où, le FBI mit le nom de Rafael Resendez sur la liste des 10 fugitifs les plus recherchés au pays. Ces photos d'identification furent imprimées sur une affiche de même que ses 30 différents noms d'emprunt. L'agent spécial Bobby Eckert espérait ainsi obtenir de nouvelles pistes. Cela nous a permis de rendre le public plus sensible à cette affaire. On a donné la description du fugitif et l'on a pu offrir une récompense de 50 000 $ pour la capture de Resendez. La nouvelle de l'affaire fit la manchette partout au pays. En état d'alerte, les agents et les policiers fouillèrent des centaines de wagons de marchandises et des cours de triage. C'était comme si Resendez s'était volatilisé. Don Clark, alors agent spécial en charge du bureau du FBI de Houston, tint des conférences de presse pour permettre à la nouvelle de circuler, mais il ne cacha pas que l'affaire était difficile. C'est une enquête complexe. Beaucoup d'entre nous n'avons jamais eu affaire à un cas comme ça. On doit composer avec beaucoup de données inconnues. Il y a beaucoup d'informations à traiter et c'est une enquête difficile pour toutes les agences touchées par l'affaire. Cela suscita l'intérêt des médias à l'échelle du pays. Les 8 meurtres imputables à un seul meurtrier avaient mis la nation en émoi. Le fugitif était rusé et extrêmement dangereux. Il se déplaçait facilement partout au pays et pouvait également traverser la frontière aussi souvent qu'il le souhaitait. On voulait que les gens sachent que ce n'était pas un itinérant ou un voyou comme les autres, qui vont là où le vent les mène. Cet homme avait un quotient intellectuel élevé. Nous avions besoin d'aide pour le capturer. Il s'en prenait à d'innocentes victimes pendant leur sommeil et personne n'était réellement en sécurité. La récompense pour la capture du fugitif fut haussée à 125 000 $. Le FBI reçut alors des appels de partout au pays. À la fin du mois de juin, quelqu'un aperçut Resendez dans un refuge pour sans-abri à Louisville, au Kentucky. Mais le fugitif ne restait guère longtemps au même endroit.
Quand la police arriva sur place, il était déjà parti. Le sergent Mark Barnard du service de police de Lexington au Kentucky met le public en garde. Si vous vivez près d'une voie ferrée, assurez-vous que votre maison soit bien éclairée. Vérifiez tout et voyez à ce qu'il n'y ait rien d'anormal. Parlez à vos voisins, vérifiez les serrures de vos portes et de vos fenêtres. Les appels continuaient d'affluer. Au poste de commandement, on a reçu 3178 appels. De ces appels, on a retenu 1100 pistes. En d'autres mots, il a fallu mener des recherches partout aux États-Unis et au Mexique. Au bureau du FBI, la piste la plus intéressante impliquait un parent dont personne n'avait entendu parler auparavant. Les agents avaient appris que Resendez avait une femme au Mexique. L'agent spécial Bobby Eckert suivit cette piste inattendue. On a entendu parler de cette épouse légitime de Resendez qui avait été interviewée par les médias mexicains. Une station de télé locale avait obtenu une copie de cette entrevue et l'avait diffusée chez nous. Nous avons alors été chercher cette femme pour la ramener à Houston avec nous et la soumettre à un interrogatoire qui a duré 2 jours. Les autorités devaient en apprendre le plus possible sur Resendez, ses comportements et les endroits où il séjournait. Elle nous a fourni beaucoup d'informations sur les habitudes de vie de Resendez au cours des 2 ou 3 dernières années. Il lui avait offert de nombreux bijoux et de petites figurines représentant des anges. Il lui avait également apporté une guitare. Nous nous doutions que toutes ces choses provenaient de scènes de crime et nous avons, de fait, pu démontrer ensuite qu'elles étaient reliées aux homicides. Elle déclara que Resendez était venue au Mexique tout récemment, mais qu'elle ne l'avait pas vu depuis plusieurs jours. Elle avait accepté de collaborer avec la police car elle craignait pour la sécurité de son mari. Au Mexique, des chasseurs de primes étaient à sa recherche. Resendez était à court d'endroits où se cacher. Le 10 juillet 1999, les enquêteurs reçurent un message d'Albuquerque. C'était la sœur du fugitif. Elle désirait parler aux autorités, comme nous le raconte l'agent Mark Young. Des parents du suspect au Mexique avaient été approchés par les forces de l'ordre, par des chasseurs de primes et des curieux. Ceux-ci se fichaient de la façon dont ils l'arrêteraient, mort ou vif. L'important, c'était la récompense offerte pour sa capture. La sœur de Resendez déclara qu'il l'avait appelé. Elle craignait que quelqu'un ne s'en prenne à lui. Les autorités l'ont assuré que dès qu'on l'arrêterait, on le traiterait correctement et qu'on le mettrait en détention le temps de résoudre cette affaire. Le 12 juillet 1999, Rafael Resendez accepta de se rendre à un patrouilleur du Texas à un poste de douane. Conformément aux demandes de sa sœur, les autorités le laissèrent passer la frontière à pied et l'arrêtèrent avec une équipe restreinte. L'un des tueurs en série les plus redoutables de l'histoire des États-Unis fut ainsi mis en détention sans qu'il y ait eu le moindre incident. Lors de l'interrogatoire du suspect par Mark Young, Resendez avoua avoir commis 13 meurtres, dont 4 dont on ignorait toujours qu'il en était l'auteur. Il se souvenait de tous les moindres détails de ces crimes commis plusieurs années auparavant. Après avoir discuté avec lui, j'ai appelé les services de police des localités qui enquêtaient sur ces affaires. On a ainsi pu résoudre 2 cas d'homicide à Marion County en Floride, un cas à Colton en Californie et un autre à Barrow County en Géorgie. La question que les enquêteurs se posaient était pourquoi avait-il commis ces meurtres? Resendez déclara qu'il tuait pour éliminer le mal. Pourtant, parmi ses victimes, on comptait un médecin, un pasteur et sa femme,
un professeur et des gens âgés, toutes des personnes appréciées par la communauté et aimées de leur famille. Les recherches pour trouver Rafael Resendez ont demandé 8 mois de travail et coûté des centaines de milliers de dollars. En cours, il a tenté de justifier ses crimes en plaidant la démence passagère. Mais en mai 2000, on l'a trouvé coupable de meurtre au premier degré. 4 jours plus tard, Rafael Resendez a été condamné à mort. 2 meurtres sordides sont commis dans des petites localités situées à des centaines de kilomètres l'une de l'autre. Ces crimes semblent avoir été commis au hasard et n'avoir aucun lien apparent. C'est en cherchant le mobile de ces crimes que les enquêteurs font une découverte troublante. Les 2 homicides sont le fait d'un réseau criminel très bien organisé. La police et le FBI devront démêler un tissu de fausseté pour arrêter un dangereux gang qui n'hésite pas à tuer pour voler l'identité de ses victimes. À 3 heures du matin, le 10 mars, le bureau du shérif d'Henderson County au Kentucky reçut un appel étrange. Un homme signala qu'un inconnu se trouvait devant chez lui. Il avait forcé la serrure de sa camionnette, était monté à bord et klaxonnait maintenant sans arrêt. Quand les policiers arrivèrent sur place, ils constatèrent que l'inconnu en question était un homme de 62 ans. Il était trempé et souffrait d'hypothermie grave. Il s'appelait Richard Dorman. Il déclara que 2 hommes l'avaient enlevé à la pointe de leur arme et qu'ils l'avaient jeté dans la rivière Green. Il dit qu'il était monté dans la camionnette et s'était mis à klaxonner dans l'espoir que quelqu'un lui vienne en aide. Les policiers le conduisirent à l'hôpital. Le lieutenant Frank Drop, du bureau du shérif d'Henderson County, interrogea Richard Dorman. Même si le nom de l'homme ne lui disait rien, il était sûr de l'avoir déjà vu. Il était entre 2 et 3 heures du matin quand nous sommes arrivés à l'hôpital. Dès que j'ai vu ce type, j'ai trouvé qu'il ressemblait à l'homme que j'avais vu sur la photo. La photo provenait de la caméra de surveillance d'une banque. Drop recherchait le mystérieux homme depuis 4 semaines après qu'on l'eût dépêché d'urgence à une ferme. Le fermier Jack Norris vivait seul. Le 3 février, le lieutenant Drop avait fait une découverte macabre à la suite de l'appel du voisin de Norris à la police. En arrivant sur place, les policiers m'ont conduit au bâtiment où le fermier conservait son foin. De fait, c'était une grange. Elle était remplie de foin jusqu'au toit, mais il y avait un passage sur la gauche. Le corps de la victime se trouvait à cet endroit. En le voyant, on a constaté qu'il s'agissait d'un meurtre. Le corps de Jack Norris était couvert de sang. Il semblait avoir été battu à mort. Quelqu'un lui avait perforé le dos à plusieurs reprises avec un outil. Il y avait une pioche près de l'entrée. En l'examinant, on a vu qu'il y avait du sang frais sur le manche. Il y en avait aussi sur les 2 premiers centimètres de la pioche elle-même. Les policiers continuèrent de fouiller l'endroit. Près d'un tas de bois, Drop trouva des traces de sang séchées sous des brindilles de foin. En examinant de plus près, j'ai vu du sang sur le tas de bois et juste à côté. Ça m'indiquait que le point d'impact se trouvait à cet endroit, que c'était la scène du crime.
Grubb trouva alors une barre d'acier près du tas de bois. Elle était tachée de sang. L'individu qui s'était emparé d'un objet aussi lourd pour frapper un homme à la tête était, à mon sens, très en colère, extrêmement agressif. Il avait dû utiliser toutes ses forces pour le frapper, et il l'avait fait intentionnellement. Les enquêteurs fouillèrent ensuite la maison de la victime. Ils espéraient y trouver un indice qui donnerait un sens à ce crime incompréhensible. La maison de Norris avait été saccagée. Tous les tiroirs avaient été ouverts et fouillés. Le coupable avait pris son temps. Ou alors, ils étaient plusieurs à fouiller les lieux. Bien que le meurtrier eût mis la chambre à sac, aucun objet de valeur ne semblait avoir disparu. De fait, on avait trouvé le portefeuille de la victime dans la poche de son pantalon. Une des choses qui nous a frappés, c'était le fait que les calendriers étaient encore à la feuille du 31 janvier, soit le dimanche. Ils n'avaient pas été mis au 1er février. Cela nous poussait à croire que le meurtre avait été commis dans la matinée du lundi. Plus tard, on a examiné les lettres qui se trouvaient dans la boîte aux lettres et constaté que Norris n'avait pas pris son courrier du lundi. Les policiers ratissèrent le secteur. Les voisins de la victime fournirent alors un indice important. Rapidement, un voisin nous a indiqué que le fermier avait 2 portefeuilles. Or, l'un d'eux avait disparu. C'était celui dans lequel le fermier conservait ses cartes d'identité. L'autre servait à autre chose. Un portefeuille et des cartes d'identité avaient donc disparu. Cette affaire de portefeuille et de cartes d'identité ne faisait qu'ajouter au mystère. Les policiers se rappelèrent alors avoir trouvé une boîte vide de chéquiers dans la maison de la victime. Grubb pense avoir découvert le mobile du crime. La nouvelle du meurtre de Norris se propagea rapidement. Les habitants de la localité avaient peur. Qui avait commis cet homicide et pourquoi? Pendant plusieurs jours, les enquêteurs du bureau du shérif d'Henderson tentèrent d'élucider le crime, mais en vain. Puis, soudainement, la chance leur sourit quand une banque de Union County leur transmit des informations étonnantes. La banque nous a avisé qu'elle avait reçu un chèque tiré sur le compte de M. Norris. Les employés avaient comparé les signatures et constaté qu'il s'agissait d'un chèque contrefait. Les seules choses qui avaient disparu de la maison de Norris étaient des cartes d'identité et des chéquiers. Peut-être que ces chèques manquants pourraient mener jusqu'au meurtrier du fermier. On est allé à la banque. Il disposait d'images de très bonne qualité d'un individu aux cheveux blancs debout au comptoir. Il avait signé du nom de Cleo Campbell. L'homme aux cheveux blancs était en fait Richard Dorman. Quelques heures après le meurtre de Jack Norris, Dorman, sous le pseudonyme de Cleo Campbell, était venu encaisser un chèque au montant de 1100 $ tiré sur le compte de Norris, soit le solde exact du compte de la victime. Le lieutenant Grubb savait maintenant qui était Dorman. Mais pourquoi ce dernier avait-il utilisé le pseudonyme de Cleo Campbell? Dès qu'il avait mis la main sur la photo du suspect, Grubb avait fait des recherches sur ce Campbell. On a vérifié dans les comtés aux alentours pour voir s'il n'y avait pas un certain Cleo Campbell. Aucun Cleo Campbell ne correspondait à la description de l'homme. On a ensuite regardé sur Internet s'il n'y avait pas de Cleo Campbell à l'échelle du pays. Dès que j'en trouvais un dans un État en particulier, je contactais les autorités locales et l'on m'indiquait alors que ce n'était pas le type qu'on cherchait. Les enquêteurs cherchèrent Campbell pendant des semaines, mais sans succès. C'était comme si cet homme n'avait jamais existé. Grubb apprit finalement que Campbell était en fait la victime d'un cambriolage en Alabama. Le mystère entourant Richard Dorman s'approfondissait encore.
Le lieutenant Grupp avait beaucoup de questions à poser au suspect. J'ai dit « Cleo ». Ça ne vous gêne pas que je vous appelle Cleo, j'espère. C'est sous ce nom que je vous ai connu. Ses yeux sont alors devenus tout grands. Dorman comprenait qu'il venait de se faire piéger. Très poliment, il a alors déclaré « Écoutez, messieurs, sans vouloir vous offenser, il s'agit d'une affaire qui s'est passée dans un autre État. Vous allez devoir contacter les agents du FBI. » Le lieutenant Grupp appela alors le FBI. C'est l'agent spécial Paul Pape qui fut dépêché sur place pour interroger Richard Dorman. Celui-ci se lança alors dans une histoire incroyable. Il déclara à l'agent qu'il avait accepté de rencontrer un certain Charlie Stewart au relais routier de Clarksville, au Tennessee. Charlie Stewart, selon Dorman, était le chef d'un groupe de criminels qui volaient des chèques et qui les encaissaient sous des noms d'emprunt. Il ajouta que son rôle à lui se limitait à encaisser des chèques. Charlie Stewart avait fourni des cartes d'identité à Dorman et lui avait remis un chèque de Norris. La veille du jour où on l'avait enlevé, on avait dit à Dorman que Charlie voulait discuter d'un problème avec lui. L'agent spécial Paul Pape. Il attendait Charlie Stewart quand un jeune homme s'est approché de sa voiture et lui a demandé s'il était Richard Dorman. Et Dorman a alors dit « Oui, c'est moi, comme voulez-vous ». Le jeune homme a alors sauté sur Dorman et a essayé de l'immobiliser avec un pistolet paralysant. Un autre homme plus âgé est ensuite arrivé près de la voiture. Il pointait un petit pistolet Derringer sur Dorman. En voyant l'arme, Dorman a arrêté de leur résister et leur a demandé ce qu'ils lui voulaient. Les deux hommes lui ont alors dit que Charlie voulait le voir. Dorman et les deux hommes prirent la route en direction nord jusqu'à la rivière Green au Kentucky. Selon Dorman, ils se sont alors rangés au bord d'une route de terre, juste à côté de la rivière. Ils ont fait descendre Dorman de la voiture et ils lui ont donné une cigarette. Ensuite, le plus vieux des deux hommes a dit qu'ils allaient le conduire à Charlie, mais qu'avant, Dorman devait monter dans le coffre de la voiture. Dorman était bien forcé d'obéir. Les deux hommes le forcèrent alors à leur remettre son portefeuille. Tout à coup, le véhicule s'est mis en marche alors que Dorman se trouvait dans le coffre. Le véhicule a fait un plongeon de 6 mètres dans la rivière Green. Quand il a touché l'eau, le coffre s'est soudainement ouvert et Dorman a pu en sortir avant que la voiture ne soit immergée. Il s'est agrippé à un morceau de bois et le courant l'a entraîné 100 ou 200 mètres plus loin. Ses ravisseurs croyaient qu'il s'était noyé ou qu'il était mort gelé à cause de la température très froide de l'eau. Dorman déclara aux agents qu'il n'avait jamais vu les deux types auparavant, mais qu'il était persuadé qu'ils travaillaient pour Charlie Stewart. Le lieutenant Grupp était déjà familier avec Stewart. Il croyait en effet que celui-ci était mêlé au meurtre de Jack Norris. Maintenant, il devait le prouver. À Anderson, au Kentucky, un mystérieux homme affirmait que deux hommes avaient tenté de le tuer en envoyant dans la rivière Green la voiture dans laquelle il était prisonnier. Selon lui, un certain Charlie Stewart, qui était déjà connu des autorités, était responsable de cet enlèvement et de cette tentative de meurtre. Le lieutenant Frank Grupp, un enquêteur du bureau du shérif d'Anderson County, connaissait déjà fort bien Stewart. Charlie Stewart était connu dans la région. Il était même très connu. Il avait été mêlé à plusieurs sortes d'activités criminelles. Charlie Stewart était un suspect pour le meurtre d'un fermier du Kentucky. Il était aussi recherché pour un homicide en Alabama.
Dans la matinée du 8 février en Alabama, 5 jours après la découverte du corps de Norris au Kentucky, un agent de Morgan County avait été dépêché à la carrière de pierre de Gum Pond à la suite d'un appel. Quelqu'un y avait abandonné une camionnette. La partie avant du véhicule était submergée dans l'eau. Le policier vérifia l'arrière de la camionnette et trouva un vieil édredon, des piles de documents et le corps d'un homme. Les poignets de la victime avaient été attachés. Son visage était recouvert de rubans adhésifs. Il ne respirait plus. Sa poitrine ne bougeait pas. À l'évidence, il était mort. Terry Kelly est enquêteur en homicide au bureau du shérif de Morgan County. Quand un policier est confronté avec ce qui semble être un homicide et que les lieux doivent faire l'objet d'un examen attentif, il note tout ce qu'il peut et appelle les enquêteurs. Quand on arrive, on reprend le travail là où il l'a laissé. Les enquêteurs protégèrent les lieux en attendant l'équipe médico-légale. Le capitaine Mike Corley. Il n'est pas facile de rester patient quand on travaille sur un cas comme celui-là. Mais on savait que si on détruisait ou qu'on modifiait des indices, cela pourrait avoir des conséquences désastreuses en cours. L'équipe d'experts arriva à la carrière de pierre. La victime était un homme de race blanche. Il était dans la fin de la quarantaine ou au début de la cinquantaine. Les techniciens ont commencé leur travail, c'est-à-dire prendre des photographies et des mesures et chercher sur le véhicule des empreintes digitales d'assez bonne qualité pour être comparées ultérieurement. Les enquêteurs ouvrirent l'autre portière et virent alors une couverture de couleur foncée. On a vu la couverture bouger. Quelqu'un a crié que ça bougeait. Pour tout dire, on a eu peur. On ne s'attendait pas à ça. Sous la couverture se trouvait une femme. Elle avait été sauvagement battue. On l'avait attachée elle aussi. Elle avait du ruban adhésif sur la bouche et sur les poignets. Les policiers interrogèrent la victime, Florence Nichols. Elle leur raconta ce qui était arrivé. Son fils James et elle étaient rentrés à la maison après être allés au marché aux puces. James était un marchand. Il avait une petite boutique familiale où il vendait des armes, des guitares et d'autres instruments de musique. Sa mère et lui vivaient ensemble à Evansville depuis presque toujours. Quelques minutes plus tard, quelqu'un avait frappé à leur porte. C'était un jeune homme qui disait s'être égaré. Il était entré de force dans la maison. Ensuite, il avait attaqué la femme. Celle-ci ajouta qu'elle avait entendu une autre voix d'homme. Elle croyait que le jeune homme s'était précipité au fond du couloir où se trouvait son fils James. Quelques minutes plus tard, on l'avait jeté à l'arrière de sa propre camionnette. On avait ensuite jeté quelque chose de très lourd sur elle. C'était le corps de son fils. Selon la survivante, la camionnette avait roulé pendant quelques minutes avant de s'arrêter. Elle était restée environ 15 ou 16 heures dans la camionnette, selon nos calculs. Et pendant tout ce temps, le corps de son fils était étendu sur elle et elle craignait pour sa propre vie.
C'était horrible. Elle savait au fond d'elle-même que ces individus avaient voulu la tuer. Je crois qu'elle n'en a jamais douté. Florence Nichols décrivit ses assaillants. L'homme qui avait frappé à sa porte était jeune, au début de la vingtaine. Elle n'avait cependant pas vu son complice. Elle ignorait pourquoi il s'en était pris à son fils et à elle. Les enquêteurs fouillèrent la maison des Nichols. Rien ne semblait manquer. Ils avaient une assez grosse collection d'armes à feu. En outre, il y avait plusieurs couteaux de collection. Autant de choses qui auraient dû intéresser des voleurs, mais qui étaient restés là. Ça ne semblait pas être un vol. Et si ce n'était pas le cas, pourquoi avaient-ils tué quelqu'un? Quel était leur motif? Qu'est-ce qui s'était passé? C'était, du moins au début, une affaire très étrange. Les enquêteurs retournèrent à la maison des Nichols. Ils voulaient l'examiner une seconde fois, au cas où ils auraient manqué quelque chose plus tôt. Cette fois-ci, Florence Nichols leur dit qu'elle avait soigneusement examiné ses effets personnels et découvert que certaines choses avaient disparu. Des armes à feu de collection, des couteaux, environ 200 $ en argent liquide et le chéquier de son fils. Ces chèques allaient être encaissés quelque part avec une fausse signature. On savait que ça pourrait nous mener au coupable. Par conséquent, la disparition de ce chéquier était une bonne nouvelle. Le FBI et la police enquêtaient maintenant sur 2 homicides et une série de vols qu'ils soupçonnaient d'être reliés à Charlie Stewart. Il y avait des ressemblances troublantes entre les meurtres de l'Alabama et du Kentucky. Le lieutenant Frank Gropp. Comme Charlie Stewart venait de la région, le lien était évident. En outre, ce second meurtre ressemblait au premier. Apparemment, un homme avait été assassiné en Alabama pour ses cartes d'identité et il semblait que c'était le cas ici aussi. On s'est alors concentré sur Charlie Stewart. Les agents apprirent bientôt que la veille de la découverte du corps, un policier avait été dépêché à la carrière de pierre à la suite d'un appel. Un habitant du secteur s'était fait voler son tracteur. Quand le policier était venu examiner l'endroit, il avait vu une Pontiac Grand Prix 1977 de couleur grise. Le capot du véhicule était encore chaud, mais le conducteur était introuvable. Le policier avait noté le numéro de plaque d'immatriculation et s'était ensuite mis à la recherche du conducteur. À son retour, la Grand Prix avait disparu. Ce véhicule était garé à seulement 140 mètres de l'endroit où l'on avait trouvé la camionnette le lendemain matin. Le capitaine Mike Corley. C'était une coïncidence trop étrange pour que ça ne soit pas relié à notre affaire. La Grand Prix constituait maintenant la meilleure piste des policiers. L'enquêteur Terry Kelly. On a décidé de transmettre la description de cette Pontiac grise à tous les patrouilleurs de la région. Les médias avaient des scanners et ils ont capté notre message. Ils nous ont demandé de quoi il s'agissait. On leur a dit qu'on cherchait ce véhicule qui pouvait avoir un lien avec une affaire d'homicide. On voulait interroger les gens qui le conduisaient et leur demander s'ils avaient vu ou entendu quelque chose d'étrange le soir en question. On a reçu plusieurs appels de gens qui croyaient avoir vu quelque chose. Malheureusement, ces informations ne menèrent à rien. Quelques jours plus tard, un homme contacta le bureau du shérif de Morgan County avec une piste prometteuse. Il déclara aux enquêteurs qu'ils devraient examiner de plus près un certain Larry Butler qui possédait une Grand Prix de couleur grise. Selon l'homme, Butler avait quitté la ville en moto à peu près au moment du meurtre de James Nichols. La Grand Prix avait disparu depuis.
En fouillant pour trouver le dossier criminel de Butler, les policiers constatèrent qu'il s'agissait d'un nom d'emprunt. Le vrai nom de cet homme était Charlie Stewart. Il avait plusieurs noms d'emprunt et beaucoup de crimes à son actif. Des vols, des cambriolages, des crimes violents. De plus, il y avait un mandat d'arrêt contre lui en Floride. Quand on se retrouve avec un type qui a un casier judiciaire aussi important et qui disparaît la nuit d'un homicide sans que personne n'ait de nouvelles de lui, ça ne peut qu'éveiller nos soupçons. Le lieutenant Chuck Zanda, du bureau du shérif de Morgan County, se rendit à plusieurs reprises à la caravane où vivait Stewart dans un secteur isolé. Chaque fois, la femme de Stewart déclara aux policiers qu'elle n'avait pas la moindre idée de l'endroit où il se trouvait. Les enquêteurs interrogèrent également les voisins de Stewart. On a appris que Charlie Stewart avait demandé à l'un de ses voisins d'encaisser un chèque tiré sur le compte bancaire d'un homme mort. Bien entendu, cette information n'a pas manqué de nous intéresser. Ce voisin craignait beaucoup Stewart. Il était convaincu que Stewart mettrait le feu à sa caravane et qu'il attendrait qu'il en sorte pour l'abattre, selon ses propres termes. C'est vous dire à quel point Stewart était un homme dur. Le voisin ajouta que la veille du meurtre de Nichols, il avait vu Stewart à bord de sa Grand Prix avec 2 autres hommes. Malheureusement, il n'avait pas vu leur visage. Les agents et la police se retrouvaient à nouveau dans une impasse. Le FBI participait à une chasse à l'homme pour retrouver et capturer le présumé meurtrier Charlie Stewart et démanteler son réseau de vol d'identité. Les agents tenaient déjà l'un de ses complices, Richard Dorman. Mais celui-ci n'avait pas pu les aider à retracer le fugitif. Après plusieurs semaines de vaines recherches, le FBI eut enfin un coup de chance. L'agent spécial Paul Pape. Une femme m'a appelé pour me dire qu'elle avait des informations qui ne manqueraient pas de m'intéresser. Elle a déclaré que les responsables de ces meurtres étaient Billy Lyon et son père, Larry Lyon, qui venaient tous deux d'Henderson, au Kentucky. Billy Lyon avait confié à l'informatrice qu'il avait l'intention de dévaliser un marchand de tabac à Evansville, en Indiana, où il avait déjà travaillé. Il projetait de tuer le gérant et de voler ensuite le coffre-fort du commerce. Cela devait arriver sous peu. C'était donc extrêmement urgent. Non seulement on devait résoudre 2 meurtres, mais en plus, il y en aurait vraisemblablement un 3e. Il fallait agir immédiatement. Le lieutenant Frank Grubb, du bureau du shérif d'Henderson County, au Kentucky. L'agent Paul Pape, des agents de police municipaux et moi-même avons préparé une séance d'identification et l'on a montré à Dorman les photos de 6 hommes qui se ressemblaient tous plus ou moins. Dorman choisit sans mal les photos de Larry Lyon et de son fils, Billy Lyon, âgé de 18 ans. On a mis sous surveillance la maison de Billy Lyon à Evansville, en Indiana, avec l'aide du FBI et de la police d'Evansville. On surveillait également celle de Larry Lyon à Henderson, au Kentucky. On comptait obtenir des mandats de perquisition de ces maisons et des voitures et des mandats d'arrêt des 2 suspects. On procéderait à ces perquisitions simultanément avec l'aide des services de police de ces localités. Mais comme ça arrive souvent, ce plan n'a pas fonctionné. Billy Lyon quitta sa maison et prit la route en direction d'Henderson, où son père vivait. On devait maintenant prendre une décision. Allions-nous laisser Billy Lyon partir au risque de le perdre ou au risque qu'il rejoigne Larry Lyon et qu'il commette ce meurtre au magasin de tabac? Il nous est alors apparu plus prudent d'arrêter Billy Lyon.
Peu de temps après l'arrivée de Billy Lyon au Kentucky, les agents du service de police d'Henderson County l'ont forcé à se ranger avec l'aide de policiers en civil d'Evansville et d'agents du FBI. Ils l'ont alors arrêté. Les agents interrogèrent Billy Lyon au poste de police d'Evansville. On pouvait voir par son attitude qu'il savait que ses beaux jours étaient terminés. Visiblement, il n'avait pas envie de nous parler. Pendant l'interrogatoire de Billy, les policiers d'Henderson surveillaient toujours la maison de son père. Ils virent alors Larry Lyon partir à toute vitesse. Les autorités craignaient que Lyon n'ait appris la nouvelle de l'arrestation de son fils et qu'il ne tente maintenant de s'enfuir. Le lieutenant Frank Gropp. Je crois qu'à ce moment-là, une voiture de patrouille municipale se trouvait derrière lui et devait l'arrêter. Le patrouilleur devait toutefois attendre l'arrivée d'autres agents. Larry Lyon n'a jamais permis que ça se passe ainsi. Après qu'il ait retourné son arme contre lui, Larry Lyon fut conduit d'urgence à l'hôpital d'Evansville où l'on constata son décès. Au poste de police d'Evansville, l'agent spécial Paul Pape poursuivit l'interrogatoire de Billy Lyon. Si je lui annonçais que son père venait de se tuer, l'interrogatoire serait fichu. Et ça aurait été normal. Je ne lui ai donc pas parlé de son père à ce moment-là. J'ai poursuivi l'interrogatoire. Au début, c'était très difficile de lui faire dire quoi que ce soit. Il a commencé à s'ouvrir quand je lui ai dit que je connaissais Charlie Stewart et que je savais qu'il était derrière tout ça. En tout cas, je savais que c'était lui qui leur avait donné l'ordre à son père et à lui de commettre ces meurtres. Et la première chose que Billy a dite, c'était que Charlie Stewart était un détraqué. Ensuite, il nous a parlé des meurtres de Jack Norris et de Nichols en Alabama, et de l'enlèvement de Dorman où ils avaient envoyé sa voiture dans la rivière. Il a fait porter tout le blâme sur Stewart. Selon lui, c'était Stewart qui leur avait donné l'ordre de commettre ces crimes. Une escouade spéciale composée d'agents du FBI et de policiers fit alors un raid dans la caravane de Stewart. L'agent spécial Scott Brashears. On n'a rien trouvé relativement au meurtre, mais on a quand même découvert plusieurs choses intéressantes. Notamment le fait qu'il avait pratiqué un trou dans le plancher de sa caravane pour pouvoir y entrer et en sortir à sa guise. On a ensuite vu une camionnette dans les buissons qu'on n'avait pas remarqué à notre arrivée. Il y avait comme un fil de téléphone qui lui permettait de communiquer avec sa caravane. À l'intérieur, les agents trouvèrent 20 armes à feu et des munitions. Il aurait pu se servir de cette camionnette comme d'un bunker et tenir les policiers à distance pendant un bon bout de temps. Il ne serait pas facile de le capturer quand on finirait par le trouver. Il y aurait certainement une confrontation. Apparemment, Stewart se préparait à cette menace d'arrestation depuis déjà longtemps. Et maintenant, il était introuvable. Comme Charlie Stewart vivait dans mon secteur, c'est à moi que revenait la responsabilité de le trouver. Même si c'était un individu violent, il attachait beaucoup d'importance à sa famille. Le temps passait et les agents continuaient d'exercer de la pression sur la femme de Stewart. Celle-ci continuait à affirmer qu'elle n'avait pas eu de nouvelles de lui. Nos informateurs nous ont appris qu'elle avait très peur de son mari. Même si elle le protégeait, il lui faisait très peur. Quelques mois s'écoulèrent sans trace de Stewart.
C'était très décevant. On devait travailler d'arrache-pied et suivre des pistes le plus vite possible. On cherchait dans tous les endroits auxquels on pouvait penser. Après près d'un an, le cas de Stewart fit l'objet d'une émission diffusée à l'échelle nationale. On a obtenu très peu de renseignements, ce qui est inhabituel. D'habitude, on en a énormément, mais ce ne sont pas toujours des pistes prometteuses et l'on doit choisir les plus intéressantes. Quand on a vu qu'on en avait aussi peu, on s'est dit qu'il devait se cacher quelque part au Kentucky, qu'il connaissait comme le fond de sa poche, ou en Alabama. Les agents retournèrent interroger les voisins du fugitif. Malheureusement, ceux-ci craignaient trop Charlie Stewart pour répondre à leurs questions. Si Stewart découvrait qu'il nous avait parlé ou donné de l'information, il s'arrangerait pour les faire tuer. Ils en étaient convaincus. Ils avaient tous peur de lui et ne voulaient pas donner d'informations. Mais avec le temps, j'ai pu gagner la confiance de quelques personnes qui ont bien voulu coopérer. Elles ont fini par comprendre, malgré leur peur, qu'il vaudrait mieux pour elles que Stewart soit arrêté plutôt qu'en liberté. Bientôt, les voisins de Stewart commencèrent à donner des informations aux agents. On a découvert que sa femme avait acheté un sac de couchage et qu'elle achetait aussi des vêtements bien trop grands pour ses enfants. Elle s'était procuré des bottes de pointure 11. Or, aucun de ses enfants ne portait des chaussures aussi grandes. Elle avait un enfant de 14 ans, mais j'étais presque sûr qu'il n'avait pas d'aussi grands pieds. C'était un signe que Stewart se cachait quelque part dans le secteur. Les autorités décidèrent de changer d'approche. On a développé des liens avec plusieurs informateurs qu'on voulait envoyer parler à la femme de Stewart. On désirait qu'il lui pose quelques questions de façon informelle. Le FBI fit appel à un ami de Stewart qui avait accepté d'aider les autorités. L'homme connaissait le suspect depuis plusieurs années. Il accepta de porter un micro pour que les agents puissent écouter sa conversation avec la femme de Stewart. On était sur le qui-vive. On était presque sûr que Stewart serait sur place. L'ami de Stewart s'approcha de la caravane. L'homme s'est approché. Il n'y avait alors personne. Il a frappé à la porte, n'a rien vu. Il a dû revenir sur une route de terre vers sa voiture. Une fois dans son véhicule, il a regardé dans son rétroviseur et il a cru voir quelqu'un à la caravane. Il croyait que c'était Charlie Stewart. Il a tourné la tête, mais n'a rien vu. Il nous a dit « Je suis sûr d'avoir vu Stewart près de la caravane. Je l'ai aperçu pendant une fraction de seconde et quand je me suis retourné, il n'était plus là. Mais je suis persuadé de l'avoir vu. » L'agent spécial Paul Pape. Qui sait ce qui aurait pu arriver? Était-il armé à ce moment-là? Et ça aurait été une opération suicide que d'essayer de l'arrêter. On ne peut pas contraindre quelqu'un à se rendre dans les bois. On doit plutôt essayer de faire sortir le renard de sa tanière. Les agents et les policiers devaient trouver un moyen de piéger le dangereux fugitif. Le fugitif Charles Stewart était recherché pour fraude bancaire, enlèvement, meurtre sur commande et meurtre. Le FBI et les autorités de l'Alabama croyaient qu'il se cachait quelque part dans la forêt derrière sa caravane. L'agent spécial Scott Broshears. On supposait qu'il vivait dans les bois, soit dans une tente ou dans une petite grotte. Au coucher du soleil, il allait peut-être rejoindre sa famille et, dès l'aube, il repartait dans les bois. Je me suis rendu à cet endroit avec 3 ou 4 hommes et l'on a exploré la forêt comme si on était de simples chasseurs. Les agents trouvèrent des indices selon lesquels Stewart vivait effectivement dans les bois. Chuck Zanda et Terry Kelly du bureau du shérif de Morgan County firent alors appel à une unité canine pour le dépister.
Je cherchais Charlie Stewart depuis presque un an. J'avais investi beaucoup d'heures dans cette enquête sans jamais le trouver. Je n'étais pas très optimiste. Sinon, j'aurais demandé à beaucoup plus d'hommes que ça de m'accompagner. Non loin de la caravane, les chiens flairèrent une piste. L'enquêteur Terry Kelly. Les chiens ont senti quelque chose. Ça s'est passé très vite et presque dès le début. La traque a alors commencé. Les chiens nous ont entraînés au pied d'un arbre en Japon. Ça nous a effrayés un peu. On craignait qu'ils ne soient dans l'arbre. On a alors vu un abri de chasse. Il était vide. Mais de fait, les agents n'étaient pas très loin derrière Stewart. On a descendu un peu dans le ravin et les chiens ont trouvé une grotte. On était prudents parce qu'on ignorait ce qu'il y avait à l'intérieur. Les chiens sont entrés pour ressortir peu de temps après. La grotte n'était pas profonde. Avec nos torches électriques, on a pu voir à l'intérieur. Il y avait de la nourriture fraîche, un sac de couchage et du matériel de camping. Stewart ne pouvait pas être très loin. Tout à coup, on a vu Scott Brashears arriver à travers champs, à bout de souffle. Il est venu nous dire qu'ils avaient trouvé quelque chose, qu'ils avaient trouvé une grotte. On était sur le point de le capturer. Le capitaine Mike Corley. J'ai aussitôt appelé toutes les personnes qui étaient de service ce jour-là. J'ai demandé qu'on envoie l'unité aérienne. J'ai commencé à mettre les choses en place. La police d'État a répondu à notre appel, de même que les bureaux des shérifs locaux. Ils ont essayé de boucler le périmètre autour de ce secteur boisé de 3 sur 8 km. Entre 20 et 30 de mes agents étaient sur place. Quand l'unité canine eut signalé sa position, Corley plaça ses hommes stratégiquement. Chaque fois que je le pouvais, je faisais avancer mes hommes de 100 mètres. Je voulais resserrer le filet le plus possible et m'assurer que notre suspect ne pourrait pas nous échapper. Après environ 3 heures de recherche à travers les bois, j'ai finalement entendu sur ma radio les policiers dire qu'ils avaient vu un homme courir dans la forêt. Stewart était piégé. Il brandit une arme à feu. Ça a été le point culminant de nos recherches. Au moment où les policiers nous ont annoncé qu'ils l'avaient piégé, j'ai entendu des coups de feu. Où était-il? Je ne savais pas si l'un de nos hommes ou quelqu'un de l'unité canine avait été touché. Mais quelques secondes plus tard, j'ai appris que personne n'avait été blessé et que Stewart avait été capturé. Les recherches étaient terminées. De très, très longues recherches. On avait commencé près d'1 an et demi plus tôt. Charlie était un homme terrifiant. Son regard était glacial. Il était vraiment d'une froideur terrifiante. Je suis vraiment heureux qu'il soit en détention. En janvier 2002, Stewart et son gang ont comparu devant les tribunaux et ont été reconnus coupables de fraude bancaire, d'enlèvement et de meurtre. Richard Dorman a écopé de la prison à vie pour son rôle dans ces crimes. Billy Lyon a également reçu une peine d'emprisonnement à vie. Quant à Charlie Stewart, il a été reconnu coupable de tous les chefs d'accusation qui pesaient contre lui. Il a été condamné à la prison à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle. Les autorités croient que Charlie Stewart a conçu et dirigé toute l'opération. Il a ordonné à Larry et Billy Lyon de voler Jack Norris et James Nichols. Ensuite, il a donné les cartes d'identité et les chéquiers des victimes
à Richard Dorman, le 4e membre du gang, afin que celui-ci puisse vider leur compte bancaire. Stewart choisissait soigneusement ses victimes en fonction de leur ressemblance avec Dorman. C'était une façon de procéder étrange et inquiétante. 2 innocents sont morts simplement à cause de leur apparence physique. L'enquête menée sans relâche par les policiers et les agents du FBI a permis de mettre les membres de ce réseau derrière les barreaux pour le restant de leur jour.